Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je pose la question de quel est le bon moment pour entrer dans Sora. Alors évidemment la première question qu'on se pose quand on est un nouveau joueur c'est est-ce que je vais jouer à Sora, mais ça on a déjà pu traiter la question de différentes façons, et puis ensuite il y en a une autre qui vient, c'est est-ce que finalement c'est le bon moment. Est-ce que finalement dans Sora il y a quelque chose de cyclique qui ferait que on a un moment où on peut rentrer en payant moins cher les cartes. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération pour répondre à cette question. La première, c'est que Sorare, effectivement, c'est un jeu où on achète des cartes non pas avec des euros, mais avec une monnaie qui s'appelle l'Ether, qui est une crypto-monnaie. Et donc, là, indirectement, quand on passe de l'euro à l'Ether, il y a peut-être un bon moment pour acheter de l'Ether. C'est vrai. D'ailleurs, si on regarde le cours de l'Ether, on voit que c'est quelque chose qui bouge. Hein. Là, je l'ai pris sur un an. Aujourd'hui, il est à 1920 euros, ce qui en fait une valeur très basse sur l'année, hein, puisque vous voyez que là, par exemple, au mois de janvier, enfin vers fin novembre, fin décembre, on était à 4000 euros pour l'Ether, alors que maintenant, il ne vaut entre guillemets que 1920 euros. Voilà. Moi, j'ai commencé à jouer à peu près vers là, donc on avait un Ether à 1800 euros, il a fait que monter toute l'année. Et puis là, après, hop, il a fait quasiment que descendre avec un petit rebond ici, mais là, aujourd'hui, il est à 1900 euros. Donc, oui, cette monnaie-là, elle est plus faible à acheter aujourd'hui, donc quelque part, c'est un bon moment. Mais, il faut savoir une chose, c'est que les joueurs de Sora savent que les terres varient, évidemment, puisqu'ils sont concernés. Et admettons que s'ils ont acheté une carte à ce moment-là, d'accord, donc au moment où on a un Ether à 4000 euros, et admettons qu'ils ont acheté cette carte, un Ether. Eh bien, dans leur tête, la carte, elle vaut un Ether, mais elle vaut aussi 4000 euros, puisque c'est ce qu'ils ont dû débourser au moment où ils ont acheté la carte. Et si aujourd'hui, vous voulez acheter cette carte, il y a toutes les chances que les gens ne vous la vendent pas à un Ether, puisque aujourd'hui un Ether, c'est 1900 euros. Donc, très probablement, des joueurs vont vouloir vous la vendre 2 Ethers, cette carte. Et oui, c'est logique, vous ne voulez pas à un moment donné revendre moins cher, parce que vous ne savez pas ce qu'il va faire l'Ether derrière. Donc, certes, il y en a certains qui vont arguer que bon ben l'Ether il pourrait remonter, mais rien ne vous le garantit. Aujourd'hui, la seule vérité, c'est que ça vaut 1900 Ether. Donc si dans votre tête, ou si en tout cas dans le marché, hein, puisque vous n'êtes pas le seul à l'avoir cette carte, eh bien elle vaut 4000 euros, eh bien vous en voudrez 2 Ethers. Donc ça va un petit peu contre l'intuition, puisque finalement, peu importe quand on achète le cours de l'Ether, si les gens réfléchissent en euros, eh bien ils vont faire la conversion, et donc du coup, bah, que vous achetez de l'Ether quand il est haut ou que vous l'achetez quand il est bas, peu importe, puisque le prix des cartes s'adapte. D'accord. Donc ça c'est vrai, mais j'apporte une petite nuance, c'est que en fait, au moment où on est à ce point-là de la courbe, à 1920 euros, les joueurs ont eu l'expérience d'un Ether à 4000 euros. Donc ils savent que ça peut valoir 4000 euros. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est que certes, il y a un ajustement du prix des cartes, mais on est quand même sur une monnaie dont on sait qu'elle peut doubler. Donc on n'est pas vraiment dans une pure conversion. Il y a souvent des ventes qui se font avec un petit peu les deux infos. Oui, d'accord, ta carte elle vaut 2 Ethers, mais tu sais que l'Ether avant il était plus haut. Toi tu dis que c'est un Ether, moi je dis que c'est 2 Ethers. Bon, la réalité va plus dans le sens des euros, donc du coup on le fait à un prix qui est plus dans le sens de l'euro. Voilà, donc il y a ces deux paramètres en compte. Bon, néanmoins, si vous avez le choix de rentrer, bon, ça sera toujours mieux de rentrer avec un Ether faible qu'avec un Ether fort. Voilà, parce que vous avez moins de risques en fait de rentrer quand l'Ether est faible que de rentrer quand l'Ether est très fort. Hein, puisque là après c'est plus facile de convaincre que ça va remonter plutôt que le fait que ça descendra jamais. Bref. Donc un bon moment d'entrée pour Sorare, c'est plutôt un moment où l'Ether est bas, mais j'en ferai pas une condition indispensable à la rentrée de quelqu'un. Voilà ce que je vous dis. Ensuite, il n'y a pas que l'histoire de l'Ether dans Sora. Il y a l'histoire du cours des cartes. Alors si je prends un joueur comme Saliba, d'accord, je regarde sur toute l'année les ventes qui ont eu lieu pour la rareté rare. On voit qu'on a eu une constante au niveau du prix là, hein, sur la dernière, moi je vais mettre comme ça sur la dernière année, ça sera plus simple. Et puis là, on a eu une envolée du prix. Et on atteint un pic qui est commun à peu près à tous les joueurs de Sorare en février-mars.
Alors pourquoi mon interprétation de février-mars, c'est le moment où les cartes sont les plus chères? Parce qu'en fait, c'est le moment ici où on a à la fois le plus d'utilisateurs Sora et suffisamment de temps pour pouvoir amortir les cartes. C'est-à-dire que si j'achète un Saliba ici, en février, j'ai toute la fin de championnat à jouer, février, mars, avril, mai, donc 4 mois d'exploitation pleine, plus les Coupes d'Europe, et on a une pression maximale sur le prix parce que y a plus d'utilisateurs ici que ce qu'il y en avait ici, hein, grosso modo. A l'inverse, quand on se rapproche du mois de mars et d'avril, les gens qui achètent un Saliba savent que c'est plus que pour quelques mois. Alors, vous me direz, il ne va pas s'arrêter de jouer au foot. Néanmoins, on a plusieurs inconnus ici qui font que Saliba peut valoir moins. C'est que, autant là, on sait que Saliba, c'est un titulaire en puissance à Marseille, c'est un des rares qui jouait tout le temps d'ailleurs. On sait qu'il score beaucoup aussi, on le sait ça. On voit que sur les 15 derniers matchs, il avait 58, c'était aussi le cas à ce moment-là. On sait qu'il va continuer à jouer, on sait le nombre de matchs, donc on est dans un élan à la fois où on a de la certitude sur le joueur, sa titularisation, son score, etc. Et en plus, il y a un maximum d'utilisateurs Sora. Du coup, le prix, il est maximum à ce niveau-là. Mais après, dans le temps, Saliba, il a de moins en moins de matchs à jouer. Et puis là, on est au moment où est-ce qu'il va continuer à être titulaire? Est-ce qu'il va rester à l'OM? Est-ce qu'il va bouger ailleurs? Etc. etc. Et en fait, cette dynamique-là, elle est pas que due à Saliba. C'est-à-dire que cette incertitude sur les joueurs, elle est au niveau de tout le marché. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un joueur qui est excellent en U23 qui s'appelle Kokshu, qui joue à Feyenoord. Il a 20 ans, c'est un milieu, il marque énormément de points en SO5. On va le voir. Donc je me mets en 1 an. Voilà, et vous voyez le même type de graphe. Un pic qui est en février-mars et un aplatissement après une baisse. Et en fait, cette dynamique-là, vous l'avez sur toutes les cartes Sora parce que la logique est la même. C'est-à-dire que Kokshu, là, on sait qu'il lui reste plein de matchs à faire et que c'est un super scoreur. Et puis là, on commence à se dire, est-ce qu'il reste à Feyenoord? Est-ce qu'il va être titulaire dans son prochain club, etc. Donc le risque augmente. Au plus vous avancez dans le temps et vers le mercato, en fait, au plus vous avez une chance qu'il soit transféré vers un endroit où il scorera moins. Parce qu'en général, c'est dur de scorer plus que ça, hein, même s'il va dans un top club. Voilà, et en plus on perd l'utilité puisqu'après le mois de mai, là, c'est terminé, il joue plus pendant 3-4 mois. Voilà, donc ces deux effets-là font que les cartes, elles baissent. Donc finalement, on peut le voir, le mauvais moment pour rentrer dans Sora, c'est le moment où Kokshu il est le plus cher. Par contre, le bon moment, c'est maintenant, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est maintenant, attention, je mets aussi une... c'est pour ça que c'est compliqué, hein, que la réponse au final, ça va être, c'est le bon moment pour entrer dans Sora, c'est avant les 500 000 prochains qui rentreront, parce que eux, ils auront tous les mêmes effets que vous, mais ils seront 4 fois plus nombreux à disputer les cartes. Donc, voilà, mais il y a plusieurs effets quand même à prendre en compte au jour d'aujourd'hui. Donc, quand on arrive ici, il y a l'incertitude sur le mercato. Et donc du coup, l'incertitude sur le mercato fait que vous avez, et le manque d'utilité fait que le prix baisse. Par contre, vous savez toujours pas où il joue. Si vous attendez encore un mois pour entrer, un mois ou deux plutôt, voilà, admettons que le transfert est annoncé mi-juillet. Mi-juillet, vous avez plus de certitude. S'il est annoncé restant à Feyenoord ou partant dans un club où vous savez qu'il va être titulaire parce que c'est le désert à ce poste de milieu, l'incertitude disparaît et là les prix auront sans doute tendance à remonter un petit peu puisque plus de gens voudront Kokshu. C'est tout le monde qui raisonne pareil, hein, je veux dire, quand vous savez qu'un mec va scorer pour sûr, vous êtes prêt à le vouloir, à mettre plus d'argent dessus. Donc le marché monte, les ventes se font, le joueur devient de plus en plus rare et le prix remonte. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, cette courbe, elle n'est pas miraculeuse. C'est-à-dire que si les prix baissent aujourd'hui et qu'il y a un marché qui s'établit à cette valeur-là, c'est que ça traduit une réflexion globale des joueurs, ce prix-là. Il n'est pas magique. Donc en fait, si vous l'achetez maintenant, vous achetez l'incertitude parce que vous ne savez pas où ça va bouger. Si vous l'achetez après le transfert, vous payerez le prix qui correspond à la situation certaine du joueur. Voilà. Donc en fait, il y a toujours des raisons pour lesquelles le marché fluctue. Mais au-delà de ça, oui, si il y a plus de chances que le choix soit bon de rentrer quand le prix de la carte est relativement modéré que quand il est au plus haut. Voilà. Donc,
en ce moment, c'est vrai qu'on est dans le cycle à la fois positif de l'Ether bas et du prix des cartes qui est bas. Voilà. Je vais vous montrer un dernier joueur avant de fermer cette vidéo. Je la veux pas trop longue, c'est juste une façon de vous apporter quelques éléments de réflexion. Si on regarde Kylian Mbappé, on va voir le bon. Alors là, il y avait eu un emballement sur sa valeur, c'est un peu spécifique. Mais si on regarde les choses sur l'année écoulée et qu'on se place en Ether, on voit que sensiblement c'est la même chose, quoi. C'est un graphe qui est très particulier et qui ressemble beaucoup. Qui pour les méga joueurs, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à plus de 65, 70 de moyenne, donc on leur donne plusieurs noms différents dans l'économie. Alors dans l'économie réelle, c'est l'or, c'est la valeur refuge, c'est le top de la valeur, celle dont on sait qu'elle subira le moins possible les fluctuations de l'économie. Donc on a l'or. On a dans les NFT, on les appelle les blue chips. C'est les projets qui sont tellement forts, tellement bons, que même quand il y a une crise, les gens, la valeur elle baisse pas. Parce qu'en fait, vous vous dites, quoi qu'il puisse arriver, c'est tellement un produit exceptionnel que ça vaudra toujours le coup en fait. Et même des fois on observe que quand les marchés s'affolent un peu, ces valeurs-là, au lieu de plonger, elles montent. Parce que du coup, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui nous reste de sûr dans ce bas monde? C'est les valeurs les plus fortes. Et donc finalement, Kylian Mbappé, lui, il subit pas les fluctuations de marché autant que les autres. Et voilà, on a quand même quelque chose d'assez linéaire, entre 6 et 8 Ethers. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez neutraliser les effets de variation d'Ether, parce que là, oui, alors il y a une vente ici à 6 Ethers, 6,4, mais est-ce que c'était la même chose, hein, économiquement parlant, que le gars qui a payé ici 5,5 avec un Ether différent? Donc si vous voulez neutraliser le cours de l'Ether, là vous passez en euros sur Sorare Data. Voilà. Et donc là vous voyez que c'est encore plus parlant, c'est-à-dire qu'un Kylian Mbappé, grosso modo sur la dernière année, ça se vend entre 16 et 20 000 euros. Voilà. Quel que soit le cours de l'Ether. Hein. Quel que soit le cours de l'Ether, j'insiste sur ça. Je vais voir si c'est le même cas. Alors, pour Haaland, je vais peut-être avoir plus de galères parce que c'est une carte où il y a moins d'exemplaires. Donc on a vraiment un effet rareté qui est fort. Alors je le fais pour Kimmich, qui est dans le même cas que Mbappé, et après on verra si pour Haaland ça suit la même chose. Alors Kimmich, hop, dernière année. Donc là, on a eu sa stabilisation. Alors elle s'est faite autour de février. Vous voyez que là on a le pic de valeur quelque part, et normalement si c'était comme toutes les autres cartes, on devrait plonger là. Mais on plonge pas, on stabilise. On stabilise, et en euros, parce que c'est assez linéaire, voilà, depuis sa stabilisation, en fait elle est lieu en octobre, on a un Kimmich autour de 12 500 euros. Voilà. Ça n'a pas de changement à ce niveau là. Voilà. Et Haaland, alors Haaland, je ne m'attends pas à avoir exactement ça. Je sais jamais comment l'écrire, s'il y a 2 A avant. Donc je mets sur 1 an. Alors elles ont été mises en circulation ici. Donc même là on avait un creux en mars. Alors lui c'est différent aussi parce qu'il a eu une grosse blessure aussi, il faut le rappeler. Hein. Là il jouait au foot et puis là il jouait plus. Donc il y a un effet en plus à prendre en considération. Kimmich aussi c'était un peu la même remarque. Hein. Il y a plein de choses à regarder pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des prix. Alors je neutralise le cours de l'Ether. Tac. Voilà, donc là on peut, alors pourquoi ça baisse un peu, mais c'est quand même assez stable, hein. Je vous dis entre 15 et 20, c'est la valeur du joueur, elle est là. Voilà, vous n'avez pas du tout le même type de graphe que vous trouvez sur plein de joueurs, même des joueurs moyens, hein. Je vais prendre des moyens bons, hein, parce que Saliba c'est un moyen bon, mais si je prends Payet par exemple, on devrait retrouver les vagues pour lui aussi. Si je mets sur un an, voilà, on retrouve cette belle vague de février-mars, et après une baisse, voilà. Donc en fait, il y a des joueurs qui sont dans le marché, tout simplement, et il y en a d'autres qui sont tellement forts, en fait, qui conservent une espèce de linéarité dans le prix, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc au final, quand même, on voit que, si ce n'est les extra top joueurs,
pour prendre ce qui fait le pain quotidien du football, c'est-à-dire les Saliba, les Payet, etc., et pas forcément le gratin avec Haaland, on est dans un moment où la courbe est plutôt basse de prix. Voilà. Mais vous payerez de l'incertitude relative au mercato, donc rien n'est miraculeux. C'était à cette conclusion que je voulais arriver. Pour moi, la seule certitude que vous avez dans Sorare, c'est que globalement, le nombre d'utilisateurs ne va faire que monter. Enfin, en tout cas maintenant, parce qu'on est tôt dans l'échelle du jeu, on est sur 100 000 joueurs, 100 000 managers. Alors d'ailleurs, je fais que répéter 100 000, mais depuis un moment, ça a dû augmenter. Donc vous l'avez ça sur Sorare Data, dans le chart. Voilà, des fois ça met longtemps à se charger, mais là, ça a été rapide. Donc là, vous avez plusieurs courbes. Moi, celle que j'aime bien regarder, c'est celle de 5 cartes et plus. Donc 82 000. Sinon, si vous regardez la courbe quand j'ai annoncé 100 000, c'est une carte et plus. Donc si on parle de celle-là, voilà, 126 000 aujourd'hui le 18 mai. Un mois en arrière, 18 avril, 118 000. Donc on a pris 10 000 joueurs en un mois. C'est beaucoup 10 000 joueurs en un mois. Moi, quand je suis arrivé en juillet, il y avait 10 000 joueurs. Si on remontait encore un mois d'avant, hop, en mars, on était à 108 000. Donc voilà, on est sur une croissance à peu près de 10 000 joueurs mois. C'est assez fort. Hein. Moi, si je vous le dis, moi je suis arrivé vers le 15 juin. Une carte et plus, c'était 20 000, c'était pas 10 000. 10 000, c'était quand je regardais les 5 cartes. Voilà, donc moi 20 000. Et en un an, en fait, on a fait. On n'est pas encore en juin. Nos limites. Donc ça fait 18 juin au 18 mai, plus 100 000. Voilà. Plus 100 000. Donc bon, allez, on va dire plus 110 000 quand on sera le mois prochain. Donc ça aura fait x6 en un an, le nombre de joueurs. Donc cette croissance-là fait que globalement, les prix ont une tendance haussière sur le temps. Et voilà, donc il faut comparer les points quand vous regardez les courbes de prix. Il faut regarder les points à la saisonnalité égale, hein, c'est-à-dire que voilà, Cockchou, bon après Cockchou, faut pas prendre un joueur qui a trop varié en performance, c'est un peu compliqué, sinon je vais prendre, est-ce que Payet, est-ce qu'on peut dire qu'il a pas trop varié en performance, c'est déjà un mec qui scorait. Payet au, si j'essaie de le prendre en euros, bon j'ai pas plus loin que ça, mais alors si, quoique oui, c'était là, parce que je vais remonter trop loin dans le temps. Hop, hop, ça c'était quoi? Voilà. Donc là, 26 juillet 2021, j'ai un peu de remontée pour remonter à un moment où on était à mai. Voilà, 16 mai. 16 mai, un Payet. 16 mai 2021, un Payet s'était vendu 191 €. D'accord, donc pareil, on était dans un moment où la saison finissait, etc. Il y avait 20 000 joueurs sur Sorare. 191 €. Et maintenant, ça se vend 600 €. Au point bas, hein, évidemment, hein, je vous parle donc, ça fait x4, x5 en prix. Je vous parle pas du Payet qui s'est vendu à 2000 € par ici, hein, parce qu'on était dans le pic. Mais moi je pense que si Payet qui repart sur les mêmes performances, etc., là après on va avoir une courbe qui va reprendre sa valeur, et c'est très possible qu'en fait la valeur stabilisée d'un Payet elle soit par là, 1500 €. Voilà, donc ça irait encore plus dans le sens de ce que je vous dis, mais quand bien même on ne part que sur les points bas, on voit un x4 sur le prix. Voilà, et si on part en le plus haut de l'année dernière, le plus haut des Payet, on va dire que c'était vendu à 400 €, et là 2000 €, donc x5. Vous voyez, bon alors après attention, là je vous balance deux chiffres, j'ai pas prévu de faire cette analyse, donc j'ai pas comparé avec plein de joueurs et tout, ça serait intéressant de comparer les minimums et les maximums pour voir si on a cette variation là, mais là sur un Payet ça tombe comme ça, c'est le minimum d'un Payet, c'est 4 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a un an, et 5 fois plus cher si on prend le maximum qui s'est vendu, c'est-à-dire ici et là. Donc voilà, faut voir, faut confirmer sur d'autres joueurs si on a les mêmes logiques. Il y a plein de choses à prendre en compte, la performance, etc. C'est dur de neutraliser tous
tous les effets, mais bon, on peut avoir cette logique-là. Hein. Cette logique-là. Là, j'avais... Oui, bah là, c'était déjà le Saliba de Marseille. Ouais, 2021, 558 €. Et là, le plus bas qui se vend, 1400 €. Donc là, on est plus sur un x3. x2 si vous prenez celui-là, mais enfin, on est vraiment une stabilisation ici, quoi. x3. Vous avez vu, je fais partie de ceux qui ont acheté le plus cher Saliba. Hein. Ça fait de moi un bon pigeon, mais bon, à ce moment-là, j'en avais besoin et il scorait tellement que... Voilà. Et puis, c'est ça aussi, des fois, vous avez besoin à tout prix d'un joueur sur une Game Week parce qu'il n'y a que lui qui est dispo et du coup, bah, les vendeurs, ils le savent et ça, ils le mettent cher. Et vous vous arbitrez et des fois, ça m'est arrivé de prendre des cartes un peu plus chères et au final de retomber sur mes pattes parce qu'elles m'ont fait gagner une Game Week. Et puis bon, Saliba, je savais que dans le temps, je l'amortirais. Bon, néanmoins, c'est moi qui l'ai acheté quasiment le plus cher. Tac. Ouais, c'est ça. Hein. Après, si, alors je vais prendre un de ces points-là. 3004. Et il y a un an. Ouais, on va dire, on va se mettre là. 700 €, ça fait quasiment x5 aussi. x5, et si je prends un minimum, 140. On voit pas là. 140. Ouais, x5, x6, c'est ça. Donc bon, voilà, sur 2-3 joueurs comme ça, j'ai à peu près un nombre de... une croissance du prix des cartes qui est quasiment la même que celle du joueur, quoi. x5 dans les deux cas, quoi. 5 fois plus de joueurs et 5 fois plus cher au niveau des prix des cartes. Alors c'est peut-être un artefact et c'est pas sûr que ça soit aussi linéaire, mais bon, voilà, sur 2-3 joueurs comme ça, c'est assez logique. Si je prends, j'ai en tête la vente record de Mbappé unique, enfin 400 000 €, elle s'est vendue la Mbappé unique, et il y a un an c'était 70 000. Donc là aussi on est sur un x5 au niveau des prix. Bon bref, il y a pas mal de fois où je le retrouve ce ratio de x5, donc quelqu'un qui a accès à de la big data, ça serait intéressant de voir si on est dans s'il y a une corrélation entre le prix des cartes et le nombre de joueurs, si on est vraiment sur des choses aussi précises que ça. Mais bon, voilà, donc si on part du principe que les cartes sont de plus en plus chères avec le nombre de joueurs Sorare, finalement la réponse à tout ça, c'est que le bon moment pour rentrer dans Sorare, c'est maintenant, puisque maintenant il y aura moins de monde que dans un an. Voilà, avec le nombre de parieurs qui vont passer des jeux de paris vers Sorare, ceux qui n'étaient pas intéressés par les paris mais qui seront intéressés par un jeu comme Sorare. Voilà, le marketing de masse il n'a pas encore commencé, mais Sorare, je vois de plus en plus de relais sur Twitter avec des clubs, la Liga, des joueurs, etc. Ça va commencer à envoyer, et puis au plus l'adoption elle est courante, au plus le bouche à oreille fonctionne, et ça va... Pour moi, ça va être la grosse année 2022-2023. Bon, il y a l'arrivée d'autres sports avec la Major League de baseball. Bon, ça aura des effets de bord qui feront que y a quelques Américains qui vont se mettre à se dire c'est quoi Sorare, ah tiens ils font aussi le soccer, la MLS, etc. Donc il y aura des effets de bord, hein, je le nie pas, mais pour moi le gros des troupes ça sera vraiment ce qui existe déjà dans le football et qui va migrer vers Sorare. Donc voilà, à mon avis, si j'étais un nouvel entrant, entre le fait que les terres est bas, le prix des cartes est plutôt bas, et surtout beaucoup de joueurs vont entrer par la suite, pour moi le bon moment pour entrer c'est maintenant. Dès que vous avez de bonnes intuitions, on va dire, ou de bonnes certitudes sur quelques joueurs qui vont être dans un club où ils pourront performer, le reste des conditions fait que vous pouvez y aller maintenant. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y réponds quasiment à chaque fois. Pour ceux qui débutent, j'ai aussi, je le reprécise rarement dans la vidéo, mais j'ai mon introduction qui le met, j'ai un lien de parrainage pour vous faire gagner une carte gratuite quand vous avez fait 5 cartes aux enchères. Donc vous pouvez utiliser ce lien, c'est une façon de contribuer à mon boulot. Et sinon vous pouvez aussi ne pas utiliser ce lien, utiliser celui d'autres youtubeurs que vous aimez bien, peu importe, du moment que la communauté elle vit. L'important c'est que tout le monde ait l'info qu'il recherche et que tout le monde puisse avancer. Voilà. Merci et à bientôt.